Bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt commencer ce webinaire sur comment décarboner les déplacements, vos déplacements avec le SDEC Énergie. Nous allons attendre quelques instants que tout le monde puisse être présent. On va commencer par les introductions au webinaire. Euh, Donc déjà, merci encore d'être présente et présent. En ce qui concerne les règles du webinaire, vous avez votre micro qui est coupé, votre webcam est fermée hein, pour des questions de fluidité dans les transmissions des informations. Vous avez toutefois la possibilité, si vous le souhaitez, sur l'onglet Q et R, de poser des questions. Nous aurons des moments dans ce webinaire où nous pourrons venir apporter des réponses à vos interrogations. Le programme de ce jour est sur la décarbonation des déplacements et pour quelles raisons on a fait cette démarche. Une première partie concentrera sur le contexte de cette décarbonation et on se posera des questions sur comment est-ce qu'on peut nous dans nos habitudes nous remettre en question sur ces domaines-là. C'est Sébastien Bellet de conseil de climat, air, non, de courant alternatif, pardon, qui est un conseiller climat, air et énergie, qui nous fera cette présentation. Sébastien Bellet, qui, vous le verrez aussi, nous a bien aidé dans la création des documents que nous allons vous présenter et des outils qui ont été réalisés. Moi-même, Philippe Landrin, donc je suis responsable du SDEC Énergie. Je vous parlerai donc de cet outil qu'est l'arbre de décision. Et Antoine Edling terminera cette présentation par ce que le SDEC Énergie peut vous apporter dans cet accompagnement au quotidien sur ces questions de décarbonation de vos déplacements. Donc, je vous propose de commencer directement par l'origine de la démarche de cette décarbonation de déplacement. En fait, il y a eu une réflexion dans le cadre de la commission consultative pour la transition énergétique. Donc, c'est une instance paritaire qui réunit le SDEC Énergie, mais également des EPCI, hein, des représentants des EPCI, sur tout ce qui est le domaine de l'énergie. C'est donc des actions qui sont communes, que ce soit au SDEC Énergie et pour les EPCI. Donc, c'est intéressant d'avoir ce lien de proximité entre ces différentes instances. Et dans ce cadre-là, il y a une orientation parmi les autres qui est de convertir les flottes de véhicules des collectivités. Donc, des réflexions ont eu lieu en sein de groupe pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait arriver cette conversion de flotte pour les collectivités et le SDEC Énergie également. Du coup, euh, on a, on est arrivé, après réflexion, à dire qu'il était nécessaire d'accompagner ces collectivités pour comprendre les raisons de la nécessité de décarboner les déplacements. Pourquoi ça? Pourquoi il faut accompagner les élus? En fait, on s'aperçoit que bah, les élus n'ont pas toujours la connaissance de tous les éléments qui existent. On est dans des contextes très évolutifs, notamment sur les lois, sur les règlements. Donc, c'est important déjà de part d'informer de ce qui existe
et des solutions qui existent également. Mais le deuxième point qui est important dans cette démarche, c'est de pouvoir les aider à choisir, à avoir une réflexion dans un premier temps et qui leur permet de choisir et de faire, de dire de quelle manière ils souhaitent arriver à cette décarbonation dans les déplacements. Et donc, le SDEC Énergie peut leur apporter également donc, un soutien dans les décisions qu'ils vont prendre. Je vais laisser donc la main à Sébastien Bellet pour nous présenter donc dans un premier temps le contexte de cette décarbonation. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous ce matin pour parler de mobilité. Donc, je vais commencer par quelques considérations générales et un peu historiques sur la mobilité, d'où on vient, quel lien on fait avec l'urbanisme et avec l'énergie, pour bien comprendre dans quel système on est aujourd'hui au regard de la mobilité et de ses enjeux. On peut commencer, voilà. Donc, je commence de très loin, hein, puisque au commencement était à la marche. Au début, la mobilité se résume à la marche. Il faut imaginer évidemment un monde terrible où on est obligé de marcher pour survivre au fil des saisons, de courir après les troupeaux et de courir après les saisons pour pouvoir s'alimenter. Il n'y a pas de voiture, il y a pas de SUV, donc il n'y a pas de Nissan Qashqai, il n'y a pas de 5008, il n'y a pas de Kangoo électrique. Donc, c'est un monde absolument terrible et où toute l'activité humaine est conditionnée par la seule énergie disponible, qui est son énergie musculaire ou l'énergie qu'il peut tirer des plantes et des animaux qu'il trouve dans la nature. Et ça, évidemment, ça conditionne l'ensemble de notre organisation, l'ensemble de nos sociétés pendant très très longtemps. Même après la découverte du feu, même après la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des populations, on est toujours conditionné dans nos organisations sociales par la puissance musculaire. Et c'est d'ailleurs comme ça, de là que vient le mot banlieue, hein. La banlieue, c'est là où s'exerce au Moyen Âge le pouvoir de ban du seigneur d'une cité. Et la banlieue, en fait, c'est une distance d'environ une lieue autour d'une cité. Et une lieue, c'est en gros une heure de marche. Voilà. Et c'est comme ça que se construisent nos territoires. On peut passer à la diapo suivante. Et puis arrive au 19e siècle la révolution ferroviaire, qui va être vraiment la première transformation massive de notre manière d'appréhender la mobilité, qui est rendue possible par la disponibilité d'une énergie fossile en abondance, c'est le charbon. Voilà, c'est parce qu'on se met à exploiter le charbon de manière industrielle et que c'est une énergie qui est extrêmement plus concentrée que celle qu'on trouve dans les plantes et dans les animaux ou dans notre corps, qu'on peut démultiplier la puissance de transformation de l'homme sur son milieu et qu'on peut démultiplier le pouvoir des machines. Avec les révolutions ferroviaires et le charbon, eh bien, on commence à avoir de nouvelles centralités qui se créent, de nouvelles organisations de l'espace, mais on va toujours de gare en gare, et une fois qu'on a une gare, eh bien, il y a autour la marche ou la puissance musculaire qui reste l'organisation de notre mobilité et de notre modèle social. On peut continuer à avancer dans l'histoire avec euh, eh bien, la recherche de transformer cette mobilité collective, qui est celle de la mobilité ferroviaire, en plus de mobilité individuelle. Alors, la première voiture, ou si on peut l'appeler comme ça, le premier prototype de ce qui deviendra une voiture à dépasser les 100 km/h, c'est une voiture qui est électrique en 1899, qui est une voiture belge et qui s'appelle la Jamais Contente. Donc c'était les prémices de l'automobile. Mais on se rend compte que l'électricité, bah, elle est difficile à produire, difficile à stocker, elle prend beaucoup de place, hein, dans un véhicule. Donc on va s'orienter vers d'autres modes, d'autres techniques pour favoriser cette mobilité individuelle. Donc on peut passer à la diapo suivante, qui va être rendue possible grâce à l'abondance d'une nouvelle énergie fossile qu'on va exploiter aussi de manière industrielle, qui est cette fois le pétrole. Et le pétrole, ce qui est ça de bien par rapport au charbon ou l'électrique, c'est qu'il est encore plus concentré, encore plus facile à utiliser, stockable, etc., etc. Donc au début des années, fin des années 50, début des années 60, on arrive à une démocratisation de l'automobile, permis par cette abondance d'énergie fossile très concentrée qu'est le pétrole, et commence une nouvelle étape vraiment de la transformation de nos espaces et de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on peut se libérer des contraintes des transports collectifs et des regroupements, et peut commencer à conquérir des espaces où il n'y a pas de service.
On peut commencer à conquérir des espaces où il n'y a pas de choses qui surviennent à nos besoins immédiats parce qu'avec l'automobile, on a cette magie de pouvoir se rendre très rapidement à un endroit où on va trouver les services et de pouvoir ne pas avoir besoin d'être juste à côté. Donc c'est la migration vers le foncier bon marché, c'est la perte de proximité, c'est la perte de centralité et petit à petit, cet outil étant tellement fantastique, on va organiser notre territoire et organiser nos villes pour rendre l'automobile la plus performante et la plus accessible possible. Donc c'est le développement des grandes infrastructures, c'est la disparition progressive des services en zone peu dense, comme je l'ai dit, et ça amène aussi à une disparition des offres alternatives. Les transports en commun se raréfient, les lignes ferroviaires qui parcouraient nos campagnes se raréfient, et elles deviennent réservées à des populations captives qui n'ont pas accès à l'automobile. On peut avancer. Tout ça nous amène, aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, mais finalement, où est le problème? Mais au bout d'un moment, quand même, les difficultés surgissent. On a créé collectivement les conditions d'une dépendance, une grande dépendance à l'automobile, pour quasiment l'ensemble de nos besoins, de nos activités. Aujourd'hui, 50 à 70% des trajets se font en automobile, y compris dans les grandes agglomérations très denses, avec des solutions de transport alternatives. Et pour les zones peu denses, nos campagnes, nos zones périphériques, c'est plus de 90% de nos trajets qui se font en automobile. Euh, Même sur des petites distances, 70% des trajets de moins de 5 km se font en automobile, secteur dense ou secteur pas dense. Et on arrive à une saturation de nos espaces et notamment de notre espace public. On crée des nouvelles routes, on crée des nouvelles voies rapides, mais toujours, au bout d'un moment, elles finissent par être saturées. Et on arrive à une espèce de paradoxe. On passe de plus en plus de temps immobile dans des véhicules qui sont censés aller vite, comme dans des embouteillages, et de plus de temps à essayer d'aller vite sur des véhicules qui sont immobiles, comme les vélos d'appartement ou les vélos pour faire du sport dans les salles de sport. Donc la mobilité, bien, c'est un préalable à l'exercice de nos droits fondamentaux, hein, se nourrir, accès aux services publics, accès à la culture, etc. Mais pour continuer à accéder à ces droits, eh bien, il va sans doute falloir appréhender les mobilités avec un regard nouveau et se libérer de cette dépendance pour ne plus qu'elle soit subie. Donc, on peut avancer. Donc, quels sont les enjeux de ce monde hypermobile dont on est arrivé et en quoi ça nous amène peut-être vers une voie sans issue? Premier thème, le thème de l'environnement. Donc, sans mauvais jeu de mots, on peut constater un peu tous les jours que nous sommes en situation de sortie de route environnementale. Quand on parle aujourd'hui de climat, de réchauffement climatique, l'enjeu, il est juste de réussir à conserver un monde vivable. C'est de ça qu'on parle en fait. Réussir à conserver un monde vivable et éviter l'emballement, le dépassement climatique. Donc on a besoin de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et on a besoin de sortir très rapidement des énergies fossiles. Or, les transports, ce sont les premiers contributeurs des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et dans ces transports, eh bien 90%, c'est le trafic routier qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre du transport. Donc on voit bien le sujet environnemental et nos infrastructures de transport sont notamment sensibles aux effets du climat, tempêtes, événements extrêmes, comme on voit là cette route inondée. Deuxième sujet, un sujet social. Je l'ai dit, l'accélération continue de nos modes de déplacement vient à marginaliser ceux qui sont les moins mobiles et ceux qui n'ont pas accès à cette vitesse, hein. Aujourd'hui, le coût d'une automobile pour un ménage, c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros par an. Voilà. Avant les explosions des prix de l'énergie, mais mes chiffres datent un petit peu, mais c'est 30 à 40% d'un SMIC. C'est-à-dire qu'un quelqu'un qui est au SMIC, un tiers de son année, il travaille pour payer sa voiture, quoi. En gros, c'est ça. Donc un jeune sur deux aujourd'hui ne passe pas le permis pour des raisons économiques. Un actif sur cinq a des problèmes de mobilité. Une personne sur deux en insertion a déjà refusé un emploi pour des problèmes de mobilité. Donc on voit qu'à travers la mobilité comme elle est construite aujourd'hui, ça peut être un facteur d'exclusion. Troisième enjeu, enjeu économique de manière plus large, euh, nous sommes ultra dépendants du pétrole pour faire fonctionner nos mobilités quotidiennes. Et la France importe son pétrole à 99%. Et c'est le cas aussi de l'ensemble de l'Union européenne. On produit en gros 1% du pétrole dont on a besoin. Donc, on est très, très sensible aux variations des prix de l'énergie, on est très, très sensible aux désordres géopolitiques et les prévisions sur la disponibilité des énergies fossiles et particulièrement le pétrole ne sont pas très bonnes puisque on attend une baisse de 50%, 50% de la disponibilité en pétrole d'ici 2050, c'est-à-dire demain,
chez les principaux producteurs mondiaux. L'étude a été faite sur les 16 principaux producteurs mondiaux qui représentent à eux la moitié de la production mondiale pétrolière. Eh bien, c'est 50% de disponibilité de pétrole en moins d'ici 2050. C'est un mur qui se dresse devant nous au niveau de la disponibilité pétrolière que personne n'anticipe. Au niveau des territoires, eh bien, un tiers des Français vivent aujourd'hui en zone peu dense, très peu dense, et l'automobile, le déplacement individuel nous a permis d'aménager des territoires comme celui que vous avez sous vos yeux. C'est une photo qui est prise dans la plaine de Caen. Eh bien, des modes d'aménagement qui rendent aujourd'hui quasiment impossible le développement d'offres alternatives. Dans ce type de territoire, un transport en commun n'arrivera jamais à trouver un équilibre économique. Un transport à la demande va coûter extrêmement cher. Le vélo va être limité parce que je vais avoir une distance importante avant de retrouver une centralité et des services. La marche à pied va être également impossible du fait des distances. Donc la grande consommation d'espace pour le modèle automobile a permis de l'étalement, mais aussi des effets de coupure, des pertes de biodiversité, des pertes de terres agricoles, etc. Cet espace, il est limité et encore une fois, on a créé des conditions d'aménagement qui vont être très difficiles de basculer vers d'autres modes de mobilité. Enjeu suivant, eh bien celui de l'accompagnement, puisqu'on a compris qu'il y avait des transformations massives qui allaient être nécessaires, que ce soit pour des questions environnementales, sociales, économiques, territoriales, et que naturellement, nous, humains, on n'aime pas trop les changements, hein, on n'aime pas trop bouleverser nos habitudes, on aime ces routines qui nous permettent d'éviter de penser à trop de choses. Donc il y a des freins psychologiques et des freins collectifs au changement qu'il va falloir accompagner pour ne pas se trouver face à des résistances, d'autant plus que utiliser les transports alternatifs est aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'il y a quelques dizaines d'années. Là où avant, un trajet en vélo ou à pied était relativement clair et droit, eh bien maintenant, avec les effets de coupure, avec cette priorité qui a été donnée à l'automobile, avec la complexité des transports, eh bien, ça devient difficile. Il faut savoir quel itinéraire passer, quel va être le plus sûr, trouver un horaire de transport en commun, gérer une correspondance, etc. Ce sont des compétences qui ne sont pas forcément accessibles et qui ne sont pas forcément à la main de tous, qui demandent un accompagnement pour pouvoir être reprises en main et pouvoir basculer vers d'autres modes de transport. Donc on le voit, une situation qui est multifactorielle, qui est intriquée, qui est complexe, une situation qui est intenable au niveau écologique et économique et qui est potentiellement explosive socialement, que ce soit pour des questions d'exclusion ou d'appropriation des transformations à venir. Donc comment est-ce qu'on agit à travers ça? Donc autoroute non pas pour l'enfer, parce que le tableau peut être noir, mais vraiment pour l'action, parce que bien entendu, il y a des leviers, il y a des moyens de faire. Donc déjà, on est sur une autoroute de l'action, donc il faut savoir où on va. Et on voit quelle est la destination. Eh bien, ça, c'est la loi qui nous le dit en France, en fait. C'est notamment la stratégie nationale bas carbone, qui est la loi chapeau sur le volet environnemental, qui est ensuite déclinée par thématique, par secteur, et notamment le secteur des transports. Il dit que si on veut tenir nos engagements au regard de l'enjeu climatique et éviter de basculer dans un monde invivable avec un emballement climatique qui nous amène vers voilà, des choses de type désertification de nos paysages, eh bien, il faut atteindre la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça veut dire réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport. Donc, réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre liées à nos transports en 2050. Ça passe évidemment par d'autres types de motorisation, basculer d'une mobilité thermique vers une mobilité électrique, mais ça passe aussi par une réduction des kilomètres parcourus. C'est pas l'un ou l'autre. En fait, les deux seront nécessaires. Il faudra prévoir un basculement vers des modes alternatifs, une décarbonation, mais aussi une réduction d'un certain nombre de déplacements, peut-être des déplacements contraints. On peut avancer. Conditions de réussite pour atteindre cette décarbonation totale des transports qui passe par plusieurs leviers, mais on va y revenir. Bien, le premier, c'est partir des vrais besoins. Alors cette photo, elle est amusante. On comprend bien que le monsieur à bicyclette, là, il a un problème de calibrage de son besoin, hein.
soit il a vu un peu trop gros par rapport à ses besoins de son poêle à bûche et visiblement c'est pas adapté, soit il n'a pas bien calibré son mode de transport pour emmener l'ensemble de la charrette. Alors là, ça nous fait rire, mais on est plutôt dans une société qui est en miroir actuellement. On a tendance à surdimensionner l'ensemble de nos équipements par rapport aux vrais besoins. Et ça nous fait pas rire, bizarrement. C'est-à-dire que ça nous fait pas rire de faire déplacer tous les jours des milliers de personnes dans des véhicules qui font 1,5 tonne pour déplacer 80 kilos d'un être humain à l'intérieur. Le taux d'occupation d'un véhicule, il est rarement au-delà d'une personne par véhicule. Et pour un véhicule qui va rester immobile 95% de son temps. C'est ça la réalité aujourd'hui du système automobile. Donc on a des voitures de 1 tonne, voire 2 tonnes maintenant pour les plus grosses, qui déplacent une personne et qui sont mobiles 95% du temps. C'est un exemple de surdimensionnement par rapport aux besoins. Et comme je le dis, on a en plus une majorité de nos déplacements qui font moins de 5 km, qui pourraient facilement être basculés sur d'autres types de transports. Donc, première question, à partir de nos besoins. Le deuxième, eh bien, j'en ai déjà un petit peu parlé, ça va être d'engager quelque chose qui est nécessairement collectif et qui accompagne l'ensemble des populations, que ce soit individuel, que ce soit au sein de nos organisations, que ce soit au sein d'un territoire. On ne peut pas faire l'économie d'un apprentissage collectif de qu'est-ce que nos mobilités, quelles sont nos solutions, et de trouver ces solutions ensemble, parce que c'est ce qui crée l'engagement, c'est ce qui permet le changement de pratique, c'est ce qui permet le changement de comportement individuel et collectif. Et que si on est juste dans l'incantation ou la proposition de nouvelles solutions sans qu'elles soient appropriées par les usagers, eh bien probablement ces nouvelles solutions resteront sur le bord de la route avec des taux d'appropriation, des taux d'usage qui sont très en deçà de ce qu'on attend. Là, il y a de nombreux cas, on voit voilà, dans des territoires, des politiques par exemple cyclables qui se veulent exemplaires, volontaristes. On crée énormément d'infrastructures et puis après on est déçu parce qu'il n'y a pas tellement de vélos dessus. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas enclenché ce volet de l'accompagnement à la transformation de nos modes de déplacement. Alors, quelques éléments de réflexion sur la manière d'appréhender de méthode, hein, sur comment est-ce qu'on peut remettre un peu en question cette manière de voir la mobilité. On peut y aller. Donc la proposition assez simple, c'est celle de reprendre un peu le triptyque proposé par l'association Negawatt de la démarche de transition. D'abord, appliquer le levier de la sobriété, qui est vraiment celui du questionnement des besoins que j'ai abordé. Voilà, avoir le meilleur outil, la meilleure solution qui répond aux besoins. Mais qu'est-ce que c'est le besoin essentiel en fait, hein, éviter d'être dans le gaspillage, dans le surdimensionnement permanent. Une fois que j'ai travaillé mon besoin, que je sais exactement le calibrer, eh bien comment je rends la satisfaction de ce besoin la plus efficace possible. Donc là, bah voilà, je sais que j'ai besoin de me déplacer de A à B, telle distance, etc. Bah, quel est le mode de transport le plus adapté? Est-ce que c'est une automobile? Est-ce que c'est un vélo? Est-ce que c'est autre chose? Et cette automobile, ce vélo, ce moyen de transport, quel est le plus efficace, le plus performant? Donc là, on va parler motorisation, on va parler usage, etc. Et enfin, le troisième levier, eh bien, quand il me reste de l'énergie à consommer, eh bien, comment je peux faire pour que ce soit une énergie la moins carbonée possible, et notamment aller chercher à m'approvisionner plutôt en énergie renouvelable qu'en énergie fossile. Donc, si on le décline maintenant sur les différents composants de la mobilité, eh bien, on peut réfléchir en termes d'objets techniques. Donc, objets techniques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est nos véhicules, notamment, hein, nos modes de transport en tant que tels. On peut réfléchir en termes d'infrastructures où roulent nos objets techniques, nos véhicules, mais aussi les infrastructures d'approvisionnement, l'ensemble des infrastructures qui sont nécessaires en fait pour faire circuler ces véhicules. On peut réfléchir en termes d'usage. Et voilà, une fois qu'on est au volant ou derrière le guidon d'un de ces modes de transport, eh bien, comment est-ce qu'on l'utilise effectivement pour en tirer le meilleur usage et la meilleure performance énergétique? Et puis, en termes d'interaction, les ensembles des interactions entre ces trois premiers thèmes et les interactions entre les usagers eux-mêmes. Donc, si on décline un petit peu de manière transversale, on a aussi
un certain nombre d'enjeux que j'ai évoqués qui vont être importants à traiter. C'est celui des vulnérabilités, hein, la précarité sociale, énergétique, l'accessibilité au transport. Le fait d'avoir une vision globale, c'est-à-dire que euh, euh, sur le volet environnemental, social, etc., on voit que le sujet est complexe et interconnecté, et le sujet de l'accompagnement au changement. Donc là, il y a des exemples de déclinaison pour aller beaucoup plus vite, mais voilà, si on se dit sobriété, en termes d'objectifs techniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, un véhicule adapté aux besoins. Comme, encore une fois, à quoi ça sert d'avoir des véhicules d'une tonne 5 quand il faut déplacer juste 60 ou 80 kilos, des véhicules beaucoup plus petits, beaucoup plus souples et du coup moins consommateurs d'énergie et de ressources sont beaucoup plus adaptés. En termes d'infrastructure, eh bien, on peut avoir un réseau routier qui favorise les déplacements alternatifs et qui n'est pas que calibré pour la voiture. Donc, on peut parler par exemple de réseau qui est adapté au partage de l'espace, au partage des pratiques. Sobriété dans l'usage, bah, c'est comment je rationalise mes déplacements. Est-ce que tous les déplacements sont essentiels? Est-ce que certains, je ne peux pas trouver des solutions pour les éviter? Du type faire une visio plutôt que me déplacer chez un client. C'est un exemple classique, mais il peut y avoir plein de manières de rationaliser les déplacements. Et puis, en interaction, eh bien, pourquoi pas partager les véhicules au sein des services, entre usagers, citoyens, etc. Le partage permet de rentabiliser, d'augmenter le taux d'usage d'un véhicule, donc de baisser son impact. Encore une fois, un véhicule étant à l'arrêt 95% du temps, si on est plusieurs à le partager, il va être plus sollicité, donc son impact environnemental relativement va être réduit. En termes d'efficacité, pareil, on peut imaginer qu'est-ce que ça veut dire en termes de techniques de mode de transport. Bien, optimiser les consommations. Donc là, ça va être par exemple sur l'entretien du véhicule, la motorisation. Sur une infrastructure, eh bien, je peux essayer de la rendre la plus optimale possible en travaillant une incitation, en travaillant la visibilité, le jalonnement, la rendre accessible. Un usage efficace, par exemple, d'un véhicule, bah, c'est l'éco-conduite, me former à l'éco-conduite, savoir faire la maintenance nécessaire pour que mon véhicule garde ses performances optimales. Et puis en termes d'interaction, on peut aussi organiser l'intermodalité, c'est-à-dire la connexion entre les différents modes de transport, rendre les temps de correspondance les plus rapides possibles, permettre de trouver un mode de transport relais quand je descends d'un transport collectif de type train, par exemple. Donc tout ça peut être des leviers d'efficacité. Et puis après, énergie renouvelable, énergie moins carbonée. Eh bien, sur les objets techniques, on va parler des motorisations alternatives, un type électricité, hydrogène ou GNV. Sur les infrastructures, bah, c'est rendre possible l'avitaillement par ces énergies renouvelables et ces énergies alternatives. Pour les usages, il faut y penser aussi. Par exemple, la voiture électrique, passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, par exemple, accompagner, former au bon usage d'un véhicule électrique quand il est introduit dans un service, ça va être un moyen de faciliter son appropriation et de transformer les comportements. Et puis, au niveau interaction, on peut aussi imaginer eh bien, pouvoir produire une partie au moins de cet approvisionnement énergétique renouvelable en local. Évidemment, ce sont là quelques exemples et on pourra avoir infiniment plus d'exemples dans chacune des intersections de ce tableau. C'était là juste pour donner une méthode, un regard sur la manière d'appréhender globalement cette question de la mobilité dans toute sa transversalité. Et j'ai terminé avec ce point. Merci Sébastien. Juste une petite question, parce que le point d'après, c'est question-réponse. Monsieur, donc on a une demande de précision, et je pense que c'est une erreur de frappe, mais tu vas me confirmer tout de suite ça. C'est Mm. marqué à communication, on est bien d'accord que Oui, c'est communication, hein. oui, c'est ça, c'est d'une faute de frappe malheureuse. Donc, on est bien sur un accompagnement au changement avec la sensibilisation des acteurs, la formation également des acteurs, hein. C'est bien l'objet aujourd'hui de ce webinaire, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde, former et communiquer auprès de tous sur ces nécessités d'évolution et de modification de notre façon de vivre et de se déplacer par tout ce que tu viens d'expliquer. Euh, il y a quelques secondes. Donc,
Est-ce que d'autres questions sont présentes? Non. Donc, je crois qu'on va devoir se séparer de toi. Sébastien, tu as des obligations pour la suite. Donc, tu nous quittes quand tu veux. Nous, on va continuer par un petit sondage. Je vais vous lancer ce sondage dans quelques instants. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir si dès à présent, vos collectivités sont impliquées dans cette démarche de décarbonation de déplacement. Donc, je vais vous ouvrir la boîte de réponses. Donc, vous avez la possibilité de répondre par oui ou par non. On va patienter quelques instants, que vous puissiez tous répondre. Et bon, je vous remercie. Moi, je vais devoir vous laisser. Je serais resté volontiers pour les questions-réponses. Là, visiblement, il n'y en a pas, mais je ne pourrais pas rester jusqu'au bout du webinaire. Donc, voilà. Merci de votre écoute et puis voilà, à bientôt pour les collègues du SDEC. Merci à vous. Merci à toi. Au revoir. Euh, donc, il y a encore quelques réponses attendues. Pas d'autres candidats à répondre, donc je vais mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. On voit que c'est un peu mitigé, donc on voit quand même qu'il y a une démarche qui est entreprise. Sur les 8 réponses obtenues, il y a 5 qui ont fait cette démarche ou sont en cours de faire cette démarche, et il y a encore trois collectivités ou 3 personnes qui nous indiquent que pour l'instant, ce n'est pas engagé. Euh, il n'y a pas d'urgence à l'engager, il faut juste, comme l'a très bien dit Sébastien, arriver à faire prendre conscience de cette nécessité. On va vous expliquer un petit peu tout à l'heure aussi, dans certains détails qui vous seront montrés, qu'il y a des obligations réglementaires qui vont être mises. Donc, je vous propose dès à présent de commencer la suite de notre webinaire par donc, ce que le SDEC Énergie est en mesure de vous apporter. Euh, je vais juste arrêter le partage pour que ça ne vous gêne pas. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement du SDEC Énergie, donc l'objectif de cet accompagnement, comme on l'a dit un petit peu avant sur l'objectif de la naissance de cette démarche, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que chacun puisse, donc nous on s'adresse surtout aux communes et aux collectivités, donc permettre d'appréhender et de comprendre tous les enjeux de la décarbonation de leurs déplacements. Sébastien l'a clairement expliqué tout à l'heure avec les différents enjeux exposés. Donc on est sur cette volonté que ce soit transparent pour tous et que chacun puisse avoir l'idée des incidences que ça peut avoir si on ne fait rien. Euh, L'objectif également, c'est de fournir toutes les informations qui peuvent être nécessaires dans la réalisation des choix d'achat que vous êtes, ou alors de non-achat hein, aussi. Hein, il faut pas perdre ça de vue. Hein, c'est qu'il n'y a pas peut-être que votre réflexion va amener à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'acheter de véhicules pour se déplacer. Mais en tout état de cause, lorsqu'il y a un choix d'achat, il faut que ce choix soit durable et adapté à l'usage que vous en avez par rapport aux besoins identifiés. Et dernier point qui est, on va dire, une trame aussi importante pour le SDEC Énergie, donc c'est d'associer cette réflexion de déploiement des infrastructures de recharge, donc dans le cadre de notre SDIR dont vous avez connaissance, hein, qui est le schéma de déploiement des installations, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Hein. Donc, en fait, il faut que ce schéma qui a été validé soit aussi en cohérence avec le territoire et les besoins de chacun sur ce territoire. Donc, l'accompagnement du SDEC se veut répondre à ces objectifs-là. Et donc, du coup, nous, on a mis en place des éléments pour pouvoir répondre à ces objectifs. Le premier moyen qui a été mis en place est donc un outil
pour aider les collectivités dans leur prise de décision. Cet outil donc, qui a été conçu par Sébastien Bellet de la société Courant Alternatif et donc un outil euh, qu'on va décliner par la suite, qui est accessible et permet de prendre conscience de vos besoins en fonction de simples questions que vous pouvez vous poser. Ensuite, l'accompagnement que le SDEC Énergie a mis en place est donc un agent dédié du SDEC Énergie qui répondra personnellement donc, aux questions que vous vous posez. Hein. Donc, c'est Antoine Edine qui va tout à l'heure nous rejoindre sur le webinaire et vous expliquer un peu plus dans le détail sur quoi on peut vous aider à trouver des réponses. Et également, donc Antoine pourra donner quelques expériences qui ont fonctionné ailleurs et qui peuvent se partager et vous permettre dans votre propre collectivité de faire euh, cet apprentissage de la décarbonation des déplacements. On peut citer un ou deux exemples comme ça dès à présent, des collectivités qui ont permis à leurs agents de faire de la conduite pour vérifier si ces conduites étaient un peu trop vives, un peu trop violentes, ou au contraire si elles permettaient de par leur façon de conduire, d'arriver à diminuer les consommations énergétiques des véhicules. On peut imaginer d'autres expériences qui sont en cours, telles que sur une collectivité assez proche de Caen, de dire, bah, nous, on met en place un système de covoiturage organisé par un prestataire extérieur qui permet, en téléchargeant une application et en se donnant rendez-vous, de diminuer le nombre de véhicules qui circulent de cette collectivité vers majoritairement Caen-la-Mer, mais pourquoi pas vers d'autres endroits qui donc s'axent plus sur des petits déplacements inférieurs à une trentaine de kilomètres. En ce qui concerne donc les outils et notamment le premier que je vais vous décliner maintenant, c'est ce qu'on appelle l'arbre à décision. Et donc c'est une réflexion, un accompagnement à cette réflexion que propose le SDEC Énergie donc à tout un chacun. C'est quelque chose qui est disponible sur le SDEC, pardon, sur le site du SDEC Énergie, donc à www.sdec-energie.fr. Donc ça vous amène à réfléchir donc au meilleur moyen de se déplacer en fonction des besoins qui vous sont que vous avez exprimés. Et ça vous permet également, par la lecture d'une dizaine de fiches d'informations sur les mobilités, bah d'acquérir, on va dire, une sorte de connaissance sur cette décarbonation des déplacements et ça vous amène à axer votre réflexion vers tel ou tel moyen en fonction de vos besoins, encore une fois. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir cet outil. Euh, en cliquant sur le lien, donc, vous allez arriver donc, à une page web qui vous permet donc d'accéder. Donc, on vous parle dans un premier temps des différentes solutions et on vous indique une petite phrase préalable qui vous raconte un petit peu ce que je viens de vous dire, donc où on vous amener à réfléchir donc, à cette réflexion. Vous pouvez aller, suivant votre rapidité ou suivant vos analyses préalables, d'une vision de 10 minutes à une vision de 2 heures de pratique de ce site en fonction de votre réflexion et des besoins que vous avez d'information. J'en profite pour remercier la région Normandie qui a participé à la création par son financement participatif. Encore un grand merci et un grand merci à Sébastien pour la réalisation de ce parcours initiatique de décarbonation des déplacements.
On vous demande aussi éventuellement d'avoir une réflexion préalable dans le cadre de cette analyse. Ça vous aidera à appréhender les questions. Ce site est avant tout réservé pour les collectivités du Calvados, puisqu'on apporte des précisions euh, on va dire territoriale, puisque on est au niveau du SDEC Énergie sur le territoire du Calvados, mais pas que. C'est-à-dire qu'une collectivité hors Calvados, mis à part donc quelques petits points qui ne la concernera pas, pourra bénéficier de ce site pour imaginer, imaginer sa propre réflexion. Et c'est également valable pour un particulier ou une entreprise qui rêve à comprendre ce qui est nécessaire. Le site est décliné de façon assez simple. On vous pose des questions, vous y répondez et vous voyez sur votre droite afficher le récapitulatif du parcours que vous avez. Et pour arriver à la fin, et on va le voir, à une fiche récapitulative. Donc là, nous, on va faire le cas où on est une collectivité du Calvados. Donc, on se pose déjà quelques petites réflexions, savoir si vous avez déjà réalisé un diagnostic de la flotte. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à adapter des horaires de travail, des opportunités de travail à distance, hein, évidemment, si vous télétravaillez chez vous, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur les routes avec votre véhicule. Et évidemment, on peut imaginer aussi limiter les déplacements contraints en regroupant dans un même lieu ou en utilisant le même véhicule des déplacements conjoints pour pouvoir aller à des mêmes endroits. Euh, on vous demande de prendre le temps hein, d'étudier ces solutions. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir des fiches. Alors, on va pas l'ouvrir celle-là, parce que sinon, on pourrait passer, comme je vous dis, 2 heures pour ouvrir chaque fiche. Mais on voit que dès à présent, on peut vous demander de réfléchir sur, avez-vous optimisé vos déplacements ou savez-vous qu'on peut rétrofiter certains véhicules que vous avez déjà. Donc, on va considérer que, il y a quand même un intérêt à continuer le test et donc que vous souhaitez quand même acheter votre véhicule et que vous n'avez pas dit que finalement, vous n'avez pas besoin d'un véhicule dès à présent. Euh, Là, comme je vous disais, on va vous poser des questions assez simples. Est-ce que, par exemple, votre journée est-elle inférieure à 30 km au niveau de vos déplacements? Bon, là, pour les questions de l'usage, on va mettre non. On vous demande donc, du coup, on vous informe que par rapport à votre indication, il est quand même nécessaire d'avoir un véhicule. Mais avant de pouvoir vous dire quel type de véhicule il vous nécessaire, on vous demande de préciser si vous avez potentiellement comment dirais-je, des moyens de trouver des véhicules, soit par, comment dirais-je, des partages avec d'autres services ou des flottes déjà mis en place sur vos territoires. Donc, on vous demande ensuite si vous avez accès éventuellement à une prise classique ou une borne de recharge. Donc là, on va dire que vous avez par exemple une borne Mobisdeck à côté, mais vous avez potentiellement, si vous ne le savez pas, la possibilité de retourner sur le site mobisdeck.fr pour découvrir à quel endroit elles sont situées ces bornes et éventuellement sur le site du SDEC Énergie. Euh, Est-ce que on vous demande si une prise doit être de recharge rapide par rapport à vos déplacements que vous avez nécessité de faire? Donc là, on vous invite à découvrir quels sont les différents types de recharge de véhicules. Euh, Là, du coup, vous pouvez répondre après avoir vérifié si vous avez une borne Mobisdeck ou pas. Mais si vous n'en avez pas, on peut voir si vous avez la possibilité d'en avoir une. Alors, on va dire que la vitesse doit être non rapide. J'ai dû cliquer sur oui. Est-ce que vous avez donc un véhicule un système de recharge lent, ou comptez-vous vous équiper directement au sein de votre service technique, par exemple? Donc là, du coup, on voit quel type de recharge vous pouvez avoir. Donc on va mettre oui, par exemple. Et là, donc, on vous indique quel est le résultat de votre parcours, on va dire initiatique. Donc là, on indique que vous avez besoin d'un véhicule électrique. On vous rappelle
tout comme l'a expliqué Sébastien Bellet, qu'il doit être le plus léger possible pour avoir un impact sur l'environnement le moindre possible. Et là, vous avez en gros la possibilité de revoir les fiches que vous avez pu avoir ou voir d'autres fiches, comme maîtriser sa consommation euh, pour essayer de comprendre un peu comment ça peut faire. On a aussi une comparaison sur les carburants alternatifs. Et donc, vous pouvez télécharger votre fiche récapitulative pour en garder la trace et pouvoir la présenter éventuellement à votre conseil municipal ou à différents collègues afin de finaliser votre réflexion. Là, ce qui est important, c'est que là, si vous avez terminé, bah, vous dites que vous n'avez pas besoin d'informations, mais si vous souhaitez avoir quand même des informations complémentaires, on va vous permettre de rentrer dans un formulaire qui va vous permettre de mettre votre nom, votre prénom, votre collectivité et le message que vous souhaitez nous faire parvenir par votre questionnement ou éventuellement vos observations. Euh, et si on fait envoyer le questionnaire, alors là, il va me demander de le remplir, donc on va mettre non. Et une simple question on va dire, de satisfaction. Est-ce que cet outil qui vous a été présenté là, et que vous aurez utilisé pour comprendre vos besoins et les solutions d'y répondre, est-ce que cet outil vous a euh, permis de répondre à votre besoin? Ensuite, on peut encore, si vous souhaitez, retrouver l'ensemble des différentes fiches. Donc, il y a une dizaine de fiches qui vous ont été, on va dire, préparées sur l'optimisation des déplacements, les fiches de recharge d'un véhicule électrique, le vélo de transport et les critères, les solutions de partage, l'impact environnemental d'un véhicule électrique, la comparaison des carburants alternatifs, maîtriser sa consommation, le règlement sur les verdissements des flottes de véhicules et le rétrofit. Je vous propose éventuellement de regarder ce que peut donner une des fiches. Donc, elles se présentent toutes de la même façon, donc avec comment dirais-je, un petit texte récapitulatif sur, là en l'occurrence, le vélo de transport, le vélo cargo, avec quelques chiffres qui sont intéressants à savoir. L'idée, c'est ensuite, sur des pistes pour agir, de vous dire ce qui peut exister ailleurs, notamment quelques petites réflexions. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa réflexion de déplacement communal, par exemple. Et à côté, sur la partie droite, des exemples à suivre, en fait, des informations que nous, on a pu glaner sur ce qui existe ailleurs en France et des ressources potentiellement. Là, en l'occurrence, vous avez sur ce lien la boîte à vélo France catalogue des vélos cargo. Vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous retrouver donc avec l'ensemble des vélos que eux proposent, mais c'est pas les seuls. Il y a peut-être d'autres fiches et donc avec des prix et avec des charges max utiles. Vous voyez que certains vélos comme là sont avec des remorques réfrigérées, mais vous avez aussi des véhicules qui vous permettent de transporter soit des remorques, soit des produits, on va dire ménagers pour votre service de nettoyage des écoles. Voilà, donc plein d'informations qui vous permettent de retrouver. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre démarche de réflexion, vous avez la possibilité de télécharger, éventuellement en l'occurrence, des rapports nationaux sur le déploiement des vélos et des cyclo-logistiques. Voilà, ou des rapports logistiques urbains durables qui vous mettent en avant la nécessité ou la possibilité d'utiliser ce genre de vélo sur ces demandes. Euh, je vais revenir donc maintenant à notre diaporama. Donc, on voit que c'est un outil qui donc, vous permet d'aller assez loin dans votre réflexion et je vous invite donc à l'utiliser pour vos demandes et vos questionnements. Euh,
Ensuite, la deuxième partie des outils qui vous ont été, qui sont mis à votre disposition, en fait, c'est le conseil personnalisé. Alors, ce conseil, il a vocation à répondre aux demandes des EPCI, des communes, mais également des groupements. En fait, toute collectivité qui souhaite avoir des renseignements a la possibilité de faire appel à nous. C'est un technicien en mobilité, donc Antoine Edline, qui va décrire tout à l'heure plus précisément quels sont les apports qu'on peut vous donner, qui est recruté donc au sein de OSDEC Énergie pour cette mission. Son temps, c'est une demi-journée par semaine qui est dédiée à ce conseil. Il pourra vous répondre soit par téléphone si vous l'appelez au numéro mentionné, mais également par mail si vous le souhaitez. L'idée, c'est que nous, on fasse le recueil des informations que vous nous demandez. Si on a la réponse tout de suite à vous proposer, elle vous est produite immédiatement. Et s'il est nécessaire que l'on se renseigne parce que les éléments ne sont pas obligatoirement disponibles tout de suite ou demandent à être recherchés, on vous tiendra au courant des recherches que nous aurons effectuées. J'invite Antoine maintenant donc à prendre la main sur ce diaporama et à présenter le contenu de ce conseil. Merci Philippe. Bonjour à tous. Le conseil personnalisé en mobilité, il vise à vous fournir des informations plus précises sur les mobilités bas carbone et donc à répondre à vos questionnements qui auraient pu vous apparaître, soit lors du cheminement de l'arbre de décision ou bien dans d'autres contextes. Et donc ce conseil en mobilité personnalisé, il peut aborder plusieurs axes, plusieurs thématiques qu'on a regroupées ici, dont notamment donc le premier qui est plutôt un axe technique et qui vise à vous informer sur les technologies, les coûts des véhicules, système de recharge, type de location ou l'entretien de ce véhicule. Donc le but, c'est vraiment de vous aider dans votre futur achat d'un véhicule bas carbone. Quand je parle de véhicules bas carbone, c'est à la fois des voitures, mais aussi des vélos, afin que voilà, ils puissent correspondre au mieux aux besoins de votre collectivité. Alors, il faut savoir que les marques automobiles proposent un nombre de plus en plus important de véhicules électriques avec des tarifs qui débutent généralement autour des 30 000 euros euh, pour, par exemple, les utilitaires. Mais on voit aussi que des sociétés proposent des aménagements et des outils pour les vélos, notamment pour ce qui est les vélos cargo ou les remorques électriques. Et donc, des véhicules qui peuvent correspondre à des besoins d'un service technique ou d'un service administratif pour de courts déplacements. Alors, la question du choix du système de recharge, c'est également un point à prendre en compte lors de vos réflexions. Et donc, ici, l'objectif, c'est de vous fournir un conseil sur les différentes technologies présentes actuellement, mais également sur le choix de la puissance qui est à déterminer selon vos besoins et selon vos usages. Enfin, on parlait des locations, diverses sociétés proposent des locations. Et là, je pourrais évoquer l'UGAP, qui est l'Union des groupements d'achat public, et qui propose dorénavant des locations de voitures électriques, donc voitures particulières, mais également des utilitaires, ainsi que des vélos cargo. Voilà. Le deuxième axe, lui, est plutôt sur l'optimisation des déplacements et les solutions alternatives, donc les impacts environnementaux des véhicules. Donc ici, c'est vraiment de vous aiguiller sur les mobilités bas carbone qui pourraient répondre à vos besoins tout en promouvant l'usage des mobilités douces et durables auprès des citoyens. De fait, les déplacements journaliers dans une collectivité sont généralement faibles en kilomètres et s'adaptent plutôt bien aux autonomies des véhicules électriques actuels. On est aux alentours des 250-300 km pour un utilitaire et 350 pour un VL. Et il s'agit également de vous conseiller sur les solutions alternatives, donc à l'image de l'autopartage, qui est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules à différents usagers. Ça peut être au personnel d'une collectivité, mais aussi aux habitants de la commune. Le covoiturage, puisque plusieurs services de covoiturage se développent. Alors ça va du parking de covoiturage jusqu'au développement de réseaux de points d'arrêt d'autostop. Le but étant d'optimiser le plus possible les déplacements.
Et le transport à la demande qui est là plutôt dans les zones rurales où la mise en place d'une ligne régulière serait coûteuse en moyens humains mais aussi financiers. Et ici, je rebondis puisque, comme je vous disais, les marques proposent une gamme de plus en plus importante de véhicules électriques, dont notamment des véhicules de transport de personnes, alors ça peut aller du véhicule style berlingot avec 3, 4, 5 places jusqu'au véhicule master où on peut accueillir 9 ou 11 places. Alors, le troisième axe, c'est celui de la réglementation. Alors là, vraiment, l'objectif, c'est de vous aider à y voir plus clair dans les obligations d'acquisition des véhicules bas carbone pour les collectivités, puisque la loi évolue constamment. Il y avait déjà eu des obligations de par la loi LOM qui ont été renforcées par la loi climat et résilience et qui donc prévoit une part de véhicules à faible émission à prendre en considération lors du renouvellement annuel des flottes. Alors ici sont concernés pour l'instant que les collectivités qui disposent d'un parc de plus de 20 véhicules. Et donc pour ceci, la loi elle impose que cette part de véhicules électriques donc, à prendre en compte lors du renouvellement annuel y soit de 30%. Donc 30% jusqu'à fin 2024. Ensuite, ce sera 40% à partir du 1er janvier 2025 et 70% à partir du 1er janvier 2030. Donc, on a voilà, cette réglementation-là, mais on sait également que des propositions de loi ont récemment été discutées en Assemblée afin de renforcer cette part de véhicules électriques dans les flottes, notamment en supprimant cette jauge minimale des 20 véhicules pour qu'en fait le taux de renouvellement il puisse concerner l'ensemble des collectivités. Alors, le quatrième axe, qui lui aussi évolue assez régulièrement, c'est celui des aides financières. Donc là, il s'agit de vous aiguiller sur les différentes aides possibles à l'achat d'un véhicule électrique, hein, donc comme je le disais, voiture, utilitaire, vélo. Et on distingue plusieurs aides. Alors, premièrement, on a les aides de l'État avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Alors, il faut savoir que le bonus écologique et la prime à la conversion, ils sont possibles pour les personnes morales. Néanmoins, comme je vous ai dit, hein, ça évolue constamment. Et depuis février 2024, donc depuis le mois dernier, l'État a décidé de supprimer le bonus écologique pour les personnes morales qui souhaiteraient acheter une voiture particulière. Alors néanmoins, ils l'ont conservé pour les personnes morales qui souhaiteraient acheter un utilitaire. Donc dans ce cas-là, ils ont un montant d'aide possible maximal de 3 000 euros. Alors, il y a également la prime à la conversion qui peut être intéressante, mais qui, elle, est soumise à des critères bien précis qui dépendent en fait du type de véhicule qui aura été mis au rebut. Alors, il y a également des aides pour l'achat de vélos, notamment un bonus écologique qui peut aller jusqu'à 1 000 euros pour l'achat d'un vélo cargo. Alors, vous avez aussi d'autres aides comme le fonds vert. Donc, le fonds vert qui, lui, est plus là pour les projets qui visent à développer le covoiturage, l'autopartage ou le transport à la demande et plus globalement à développer les mobilités durables en zone rurale. Vous avez également le fonds mobilité active qui lui est là pour financer des projets d'aménagement cyclable sécurisé, ou encore le fonds à vélo 3 pour le financement d'études liées au vélo. Alors, vous avez aussi les aides de la région, notamment pour l'achat de véhicules hydrogène. Et enfin, les subventions du SDEC, puisque le SDEC Énergie, il aide également à l'achat de voitures électriques, aussi de vélos pour les collectivités, avec des montants différenciés en fait, qui vont dépendre de la catégorie de la commune. Alors si elle est A, B1, B2 ou C, avec des montants qui vont aller de 2 000 à 3 000 euros. Donc voilà, donc en fait, ce conseil personnalisé en mobilité, il vise vraiment à vous accompagner dans votre réflexion de décarbonation de votre flotte de véhicules, en vous aidant à l'utilisation de l'arbre de décision, mais aussi en vous fournissant des informations et des ressources complémentaires. Alors, il est à noter que ce conseil ne comprend pas la réalisation de livrables ni de diagnostic de flotte. En ce sens, il s'agit vraiment de vous aiguiller et de vous aider dans vos décisions. Voilà pour la présentation du conseil personnalisé en mobilité.
Merci Antoine de tes propos. Je vous propose maintenant de voir si vous avez des questions à ce sujet, notamment sur l'arbre de décision et sur le conseil. Donc nous avons déjà une première question qui nous demande si on peut avoir le détail de la réglementation sur le renouvellement des véhicules. Avec une question, je pense, subsidiaire qui est, doit-on compter les véhicules poids lourds dans ces véhicules? À ma connaissance, mais on pourra vous le redire et on pourra vous le transmettre, c'est bien l'objet de ce conseil partagé, c'est de pouvoir répondre à ce genre de questions en vous transmettant soit le texte de loi qui fait référence à ce questionnement. Là, en l'occurrence, pour de mémoire, on est bien sur un renouvellement en pourcentage. Donc, c'est-à-dire que vous devez renouveler, par exemple, si on prend le 40% ou le 30% jusqu'à fin 2024, donc c'est bien le nombre de véhicules que vous devez avoir en renouvellement qui est compté, c'est-à-dire que si vous renouvelez 10 véhicules, vous devez sur ces 10 véhicules avoir 3 véhicules qui sont de type bas carbone. L'évolution de la réglementation va sans doute également dire qu'on n'est plus sur des véhicules à basse émission, mais vraiment sur des véhicules bas carbone. Donc ça va complexifier la chose. Et de mémoire, les véhicules poids lourds faisaient partie de ce cadre-là. Donc on transmettra évidemment le document qui vous permet de vous y retrouver. Mais je vous invite donc dans ces cas-là à faire comme je vous indiquais tout à l'heure, un petit mail à Antoine ou à l'appeler sur son portable pour formaliser votre demande de façon officielle et on vous répondra de façon officielle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, non. Donc, je vous invite éventuellement donc à répondre à un deuxième petit sondage sur l'arbre de décision ou l'appel en conseil personnalisé. Donc, est-ce que, au vu de ce qui vous a été présenté, ça vous donne envie de soit le pratiquer, soit de nous poser des questions? Donc, je vous laisse quelques temps afin de remplir, cocher la case. Vous avez la possibilité de mettre oui, non ou de je ne sais pas encore. On n'a pas encore tout le monde, mais on va mettre fin au sondage. Donc là, c'est un plébiscite pour l'instant, puisque nous avons donc sur les 6 réponses apportées, 100% de oui. Donc je pense en effet que les éléments, les outils qui sont mis à disposition des collectivités, quelque chose, c'est un plus, hein, clairement, par rapport à toute la complexité de ce que l'on peut avoir à aujourd'hui. Donc, euh, on sera bien sûr en, en appui de vos réflexions. Je vois également que la région nous indique un lien que vous pouvez, qu'on pourra vous faire parvenir si vous le souhaitez. Donc, mais qui indique que en plus de l'hydrogène, il y a aussi des aides sur d'autres types de véhicules tels que le bio-GNV et donc, euh, je vous invite vivement à aller voir sur le site Normandie au niveau des idées actions mobilité durable. Avec idée action mobilité durable. Voilà, donc vous aurez des informations par rapport à tous les aides que la région peut apporter également en complément de celles de l'État et celles du SDEC. Donc, je vois des questions sur le schéma directeur en tant que tel pour les installations des bornes de recharge. Euh, je reprendrai contact avec cette personne pour discuter de sa question dans le détail, mais
de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que le schéma directeur a été conçu pour les bornes de recharge en coopération avec l'ensemble des acteurs, que ce soit de la région, des EPCI et des communes, puisque on a fait des réunions de proximité dans chaque EPCI afin de connaître les besoins et les souhaits, et notamment au niveau des positionnements, hein, qui se doivent être respectueux aussi de la réglementation, notamment des réglementations des parkings. Et quelquefois, les communes nous ont demandé de conserver les places déjà existantes par un manque de places déjà constaté, et donc avec l'obligation de créer des places nouvelles pour poser les bornes de recharge. Voilà. Donc, certes, c'est pas toujours, euh, on va dire, l'idée est bien de trouver le bon emplacement pour répondre à la bonne demande. Voilà. Je répondrai directement à cette personne sur le cas exposé. Je vous remercie. J'ai un dernier conseil, du moins un dernier sondage à vous proposer. Euh, donc, pardon, j'avais oublié d'arrêter le partage. Et j'avais pas partagé, oui, excusez-moi, j'avais pas partagé le sondage. Et je vais vous... hop, sondage, excusez-moi. Voilà. Je lance le dernier sondage, excusez-moi pour le temps d'attente. Donc là, est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? La réponse est oui, non, partiellement. Je vous propose de mettre fin au sondage. À aujourd'hui, donc merci de vos réponses, puisque vous notez que ce webinaire vous a paru être important et a répondu à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par les numéros de téléphone que l'on vous a donnés, mais également sur les adresses mail que vous avez pu voir tout à l'heure d'Antoine, mais la mienne également, ou mon numéro de téléphone direct. On se fera un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous apporter la meilleure réponse possible à votre questionnement. Je vous souhaite donc, on termine avec un peu de minutes de retard, mais je m'en excuse. Je vous invite donc à nous joindre si vous avez besoin, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.